concentration avec un serpent en plastique, car tous les serpents sont protégés par la loi. Il va s'en approcher, le saisir par le bec, tout simplement, très rapidement, l'assommer violemment au sol. Il attrape le serpent à son extrémité pour éviter toute morsure de celui-ci lorsqu'il se retourne, et aussi de profiter d'un effet coup de fouet pour pouvoir l'achever ou l'assommer le plus rapidement possible. Et il va chasser systématiquement des tout petites proies. Jamais des proies de grande taille car il est incapable de sa nourriture. Très apprécié en Amérique du Sud, malgré qu'on est chez nous. Il peut être chassé pour sa viande. Il est surtout extrêmement apprécié par les agriculteurs et les éleveurs de volailles. Ils s'en servent comme chien de garde. Les carnaupés sont très territoriaux. Dès qu'un individu, un être humain ou un animal sauvage va s'approcher de son territoire, il va pousser un cri plombant à plusieurs kilomètres, et on va essayer de faire une petite démonstration de son cri, s'il le veut bien. Il va communiquer avec ses congénères ainsi, mais aussi et surtout marquer son territoire. Cet oiseau est capable de nicher très haut, jusqu'à 5 mètres. Comment fait-il pour atteindre cette hauteur alors qu'il ne sait pas du tout voler? Et en étant capable de faire des bonds. Des bonds qui peuvent atteindre les 2 mètres de haut sans aucun élan. Il peut ainsi sauter de branche en branche et rejoindre son nid le plus haut possible. Et pourquoi faire un nid aussi haut alors qu'on ne sait pas voler? Tout simplement pour qu'il soit à l'abri des prédateurs. On va proposer à Carnaupé de regagner son lieu de repos. Au pas de course, s'il le veut bien, c'est toujours lui qui décide. Ou les autres oiseaux. Il prend son temps. Il nous quitte avec sa magnifique démarche, c'était le carré à main huppé. Un hibou grand-duc européen. Comment faire la différence entre un hibou et une chouette? Eh bien c'est assez facile. Regardez ce hibou. 2 bouquets de plumes sur le haut de sa tête. C'est un hibou. Une chouette vous accompagne, juste là. On visite l'Asie avec celle-ci, une chouette est tout grave. Et celle-ci a une tête toute ronde. Et ce hibou, on va le trouver en Europe, dans les zones de garrigue, les zones montagneuses. Il déteste la présence humaine et il a besoin de grands espaces. La nuit, les rapaces nocturnes dominent. Leur méthode de chasse qui repose sur la furtivité leur donne une chance de réussite assez exceptionnelle lors de la chasse. En pleine journée, ils peuvent chasser. Si la nuit, la chasse est infructueuse, ils peuvent nourrir les petits. Par contre, en pleine journée, malheureusement, c'est très difficile pour eux de capturer une proie. Ils ne sont pas rapides, ils ne sont pas vitesses comme le courir, ils sont faits pour leur proie. Tout repose sur la furtivité de la nuit. Et en plus, pour augmenter les difficultés, ils se font très souvent repérer par les oiseaux qu'on appelle les vigies de nos forêts. Les pies, les geais, les merles. Ces oiseaux, dès qu'ils voient un prédateur, ils alertent la forêt de la présence de celui-ci. Et le renard, le lapin convoité par ce hibou, ira tout simplement se réfugier dans un buisson en toute sécurité. Et ces rapaces nocturnes possèdent aussi une excellente vue, de jour comme de nuit, de loin extrêmement bien. Très peu de prédateurs, les rapaces nocturnes ne voient pas grand-chose. Ils sont incapables de faire la différence entre une souris et un caillou dans leur serre. Mais la nature les a dotés de plumes sensorielles au niveau du bec et des pattes qui leur permet de localiser les proies et de pas difficile. Souvent, on pense que les oreilles, ce sont des sécrètes chez les hiboux grands-ducs européens. Et comme chez tous les oiseaux, les oreilles se situent juste derrière les yeux. Petite particularité pour les rapaces nocturnes, ils possèdent une oreille plus haute que l'autre, ce qui leur permet d'entendre les sons en 3 dimensions. Et une chouette excelle dans ce domaine, c'est la chouette lapone qui est capable d'attraper une souris sous 30 cm de neige, uniquement grâce au bruit de pas que fait cette souris dans les tunnels. Des chasseurs à l'affût très patients, ils ne chassent pas en volant, mais tout simplement perchés. Ils attendent de repérer une proie et ensuite de fondre sur
son troupeau, maintenant va vivre une petite choc. Merci pour elle. Maintenant, on va accueillir le rapace nocturne le plus commun en Europe, la chouette-écrue. À peu près la majeure partie d'entre vous ont déjà vu un oiseau blanc s'élançant la nuit au bord d'une route. C'est cette chouette-écrue. On la nomme aussi dame blanche car on trouve aussi souvent au bord des routes et des quelquefois d'instaurer la peur à cause de sa silhouette blanchâtre. La nuit, et on l'appelle aussi effraie des clochers, car elle adore nicher dans les clochers d'église, les infractuosités dans les murailles, par exemple, ou aussi dans les combles des maisons lorsqu'elles ne sont pas aménagées. Très appréciée de nos jours par les agriculteurs, autrefois chassée, cette chouette effraie est un très bon auxiliaire de culture. Certains agriculteurs ont préféré, plutôt que de déposer du poison contre les souris, les mulots dans leurs champs, de mettre des nichoirs pour les chouettes effraies dans leurs haies, pour inciter à ce qu'elles recolonisent les zones cultivées. Une petite chouette effraie comme celle-ci, 200 grammes à 300 grammes, va se nourrir de 1 à 2 souris par nuit, mais pas excessif. Mais ces quelques proies qu'elle va prédater va automatiquement réguler la présence des souris dans les champs et va en faire un très bon auxiliaire de culture 100% naturel. Cette chouette effraie est extrêmement commune. On la voit d'ailleurs très aisément la nuit, grâce à sa couleur plus ou moins blanchâtre qui reflète la lumière de la nuit. Les autres rapaces nocturnes, plus souvent, on ne fait que les entendre. Leur vol silencieux est rendu difficilement repérable, et en plus, une grande partie d'entre eux sont de couleur sombre, ne reflètent pas la lumière. De ce fait, c'est extrêmement difficile de les observer la nuit. Par contre, les entendre, c'est extrêmement difficile. Ils adorent marquer leur territoire, notamment au printemps lorsqu'il est petit. Les parents vont énormément défendre leur territoire, le marquer, pour interdire d'autres rapaces nocturnes à coloniser leur territoire, leur zone de chasse. De ce fait, là, on les entend énormément. Il y a aussi bien sûr l'élevage des chouettes effraies. Ça nous permet de les repérer très aisément. Notre petite chouette effraie regagne son lieu de repos. Merci pour elle. À vrai dire, c'est un oiseau qui est capable d'atteindre la vitesse de 180 km/h. Pour cela, il faut qu'il monte très haut dans le ciel et faire un piqué vertigineux. Et là, c'est elle qui va décider où elle va partir et monter et revenir un petit peu plus tard, où elle va jouer avec le relief, comme elle est en train de le faire en ce moment même, pour surprendre sa soigneuse, comme elle le ferait dans la nature avec une proie. On le nomme faucon cet oiseau à cause de ses ailes en forme de faux. Et ses ailes ont cette forme pour un aérodynamisme parfait. Éviter systématiquement le moindre mouvement avec l'air. Un oiseau qui va systématiquement, malgré sa vitesse, sélectionner une proie. Un individu jeune à la vue beaucoup plus aisée. Et comment capture sa proie? Et en l'assommant, en le choquant, en plein vol, et ensuite en jetant une proie au cœur. Merci pour elle. Cet oiseau est incapable de faire plus de 2 attaques successives sur la même proie. Il est rapide, certes, mais incapable de rentrer dans un buisson. Et le pigeon convoité, au bout de la deuxième attaque, va systématiquement se mettre à la remise, dans un buisson, en toute tranquillité. C'est pour cela qu'elle sélectionne sa proie, pour la rendre plus facile à capturer. Et le faucon est très territorial au niveau de sa proie. Ça dépend de son caractère. Et là, notre soigneuse essaie de démêler notre faucon, mais celle-ci n'est pas du tout réceptive. Elle est toute jeune, elle a 2 ans, et elle défend ardemment sa proie, son heure. Une fois qu'elle sera un petit peu plus âgée, eh ben, elle se nourrira de la récompense, mais surtout, elle appréciera le contact de sa soigneuse ou d'un fauconnier lors d'une chasse à côté d'elle, pour tout simplement la protéger de votre rapace. Là, vous pouvez voir qu'elle ouvre les ailes, elle protège sa proie comme elle le fait dans la nature. Elle, notre faucon, une buse pourrait venir attaquer le faucon au sol pour se nourrir de la proie, et pourquoi pas se nourrir du faucon en même temps. Étant donné qu'il est vulnérable, il va tout ingurgiter. Aussi bien les os, les pubis, le bec, la viande bien sûr, il n'a pas le temps de trier. Il va recracher sa nourriture le lendemain matin dans une flotte de réjection. Un oiseau qui pèse 500 grammes
qui est capable d'avaler très aisément 70 grammes d'un seul coup de viande. Et si c'est le cas, eh ben, le lendemain, tout simplement, il ne sortira pas, il aura tout simplement assez mangé. Le vol, au niveau des rapaces, va leur servir à se nourrir, à défendre leur territoire. Mais non pas voler pour le plaisir, car à ce moment-là, lors du vol, ils sont vulnérables. Un autre faucon pourrait les attaquer. Ils préfèrent rester à l'abri dans un buisson ou au bord d'une falaise. Le faucon peut piquer à vive allure. Comment fait-il pour respirer en plein piqué? Tout simplement, au niveau de sa narine, il possède un frelon de d'excroissance qui va réduire le vent qui s'engouffre dans celle-ci et lui permettra de respirer. Et ce frelon, c'est ce qui a inspiré la forme des réacteurs des avions. Pour exactement la même chose pour réduire le flux d'air et surtout le contrôler. Alors là, notre faucon ne sait pas quoi décider. Lâcher le leurre, venir sur le banc pour une récompense, et pourquoi pas essayer les deux. Il y a systématiquement, lors de l'affêtage, que l'on peut appeler entre guillemets dressage, des oiseaux. Ils ont tous un caractère bien défini, il y a le caractère de l'espèce, mais surtout de l'individu. Et celle-ci aime bien faire un petit peu n'importe quoi. C'est son caractère, elle est jeune lorsqu'elle sera à maturité sexuelle, à l'âge de 4 ans. Normalement, elle devrait se calmer, surtout que là en ce moment, en plus elle est en période adolescente. Donc les parents, vous savez bien ce que ça veut dire. Elle a rejoint le camp de sa soigneuse inutile, c'était le faucon lanier, chasseur de haut vol. Merci pour elle. Maintenant, on va accueillir des chasseurs de bas vol. Juaris. Et comment faire la différence entre un mâle et une femelle? Eh bien, c'est assez facile, c'est la taille. Le mâle ici avoisine à peine les 600 grammes. Les mâles, on les appelle tiercelés car un tiers plus petit que la femelle. La femelle la forme le poids de référence. Et une femelle de Bujaris avoisine les 1 kg très aisément. Très bonne chasseuse. Malgré sa petite taille, cette Bujaris est capable d'attraper du lapin en solitaire, quelques oiseaux, mais elle est aussi capable d'attraper du lièvre en groupe, car elle est capable de chasser en groupe constitué d'une quinzaine d'individus, ce qui est extrêmement rare chez les rapaces. Une autre buse nous a rejoint. Celle-ci, peut-être certains d'entre vous l'ont reconnue, elle est très commune en France. C'est la buse variable. Une buse que l'on voit souvent au bord d'une route, d'une autoroute, perchée sur un piquet de clôture, une ligne électrique. Que fait-elle percher ainsi? Eh bien, elle va attendre patiemment qu'un mulot ou bien qu'un pigeon rentre en collision avec une voiture. Cette buse variable est une piètre chasseuse. Elle est plutôt charognarde. C'est d'ailleurs, en règle générale, cette buse variable qui pique la nourriture de notre rapace. À peine capable d'attraper une souris, on la trouve souvent au bord des routes pour qu'elle puisse économiser son énergie et se nourrir d'animaux morts. Et on l'appelle variable à cause de la couleur de son plumage. Qui peut varier du très clair presque blanc à une couleur totalement foncée en fonction de son habitat. Cette buse variable, d'ailleurs, elle excelle dans un domaine, celui d'imiter le bruit de la pluie dans les champs. En tambourinant le sol avec ses pattes, elle va imiter le bruit de la pluie, ce qui aura pour effet de faire remonter les vers de terre à la surface. Et ensuite, cette buse variable n'aura plus qu'à gratter légèrement le sol. Et à cause de toutes ces méthodes, elle n'est pas du tout appréciée en fauconnerie, qui est l'art de chasser avec les rapaces. Contrairement à la Bujaris, qui est très appréciée en fauconnerie de chasse, mais aussi en effarouchement. L'effarouchement, qu'est-ce que c'est? C'est la douce pliée de faire décarter du gibier qui est nuisible. Au niveau d'un aéroport, par exemple, lorsqu'un avion atterrit ou décolle, s'il rentre en collision de serait-ce qu'avec un pigeon, il faudra inspecter la carlingue. De ce fait, à chaque atterrissage ou décollage dans beaucoup d'aéroports, on va utiliser des rapaces pour inciter les oiseaux, au niveau des pistes, à déguerpir de celle-ci et aller se réfugier dans un buisson en toute sécurité. Mais l'effarouchement est là, douce-pied, une proie, mais non pas de la capturer, car celle-ci peut être totalement protégée, donc totalement interdite à la chasse. Notre Bujaris a regagné son lieu de repos, on va juste attendre que notre Bujaris s'écarte de cette zone de la tourelle, car ça va être la trajectoire de la prochaine, et la prochaine est son prédateur naturel, son communauté qui se croise. Car même si on est prédateur, on n'est pas dépourvu de prédation.
envers ses congénères des espèces beaucoup plus grandes. Buvaris, très bonne chasseuse, grâce à des pattes extrêmement bien armées, des longues serres, contrairement à la musaraigne qui va posséder de toutes petites pattes. Elle préfère rester tranquillement. La petite Buvaris que l'on vous présente est adulte. Comment faire la différence entre un jeune et un adulte chez les oiseaux? Et bien ce n'est pas la taille comme pour un mammifère, c'est la couleur du plumage. Cette buse a atteint sa taille adulte à l'âge de 2 mois. Par contre, le plumage, la coloration des adultes, elle va le revêtir à l'âge de 3 ans. Elle a rejoint le gang de son soigneur, on va donc pouvoir accueillir la suivante, merci pour elle. Et les suivants sont très impressionnants. On va rester en Amérique, mais remonter un petit peu plus au nord, en Amérique du Nord, voire même jusqu'à l'Alaska. Accueillir le symbole des États-Unis, mais aussi de l'Harley Davidson. Elle arrive sur votre droite, c'est un tigre à tête blanche, totalement adulte, car elle a la tête et la queue totalement blanche. Symbole des États-Unis, symbole de la Harley Davidson. Un aigle pêcheur qui en homme pillard, adulte avec une tête et une queue blanche. La suivante est juvénile, un jeune individu qui a 24 ans. Et elle revêtira son plumage totalement blanc à l'âge de 7 ans. Malgré qu'elle soit le symbole des États-Unis, ces aigles depuis d'un temps ont bien fait disparaître. Chasser, des prix et des mains offertes pour chaque individu abattu. Tu choisis quel tu veux. Autrefois, on croyait que c'était ces pigards à tête blanche qui causaient la disparition de tous les poissons. Mais que ce soit un prédateur tel que les rapaces, ou tout autre prédateur mammifère par exemple, en aucun cas, un prédateur ira exterminer sa source de nourriture. Ce n'est pas intéressant pour lui, il va la réguler. Et si les poissons viennent à manquer, ces aigles vont tout simplement se nourrir de petits mammifères, d'oiseaux d'eau, et bien sûr sur leur territoire. S'ils trouvent un animal mort, ce sera une aubaine pour eux. Grâce à une campagne de réintroduction, ces pigardes blanches de nos jours se portent extrêmement bien. On peut les voir un petit peu partout au niveau des ports de pêche. On soutient une partie de la présence humaine. On pourrait être jaloux des États-Unis qui possèdent un aigle aussi impressionnant. Il faut savoir qu'en France, nous possédions autrefois un aigle pêcheur aussi impressionnant, beaucoup plus agile d'ailleurs, que le pigard à tête blanche. C'était le pigard à queue blanche. Malheureusement chassé, persécuté, il a déserté la France. On le trouve en Norvège, au nord de l'Europe. Et grâce à une campagne de réintroduction effectuée par les amis du Léman, 14 individus réintroduits en 2 ans. En 30 ans, ils espèrent pouvoir réintroduire près de 30 individus. Et grâce à cette réintroduction, peut-être que d'ici quelques années, nous pourrons revoir des pigards à tête blanche évoluer dans le ciel français, là où autrefois ils évoluaient en totale liberté. Les oiseaux sont plutôt chassés à la pluie, perchés sur un perchoir. Ils sont tout de même capables de parcourir plusieurs kilomètres en une journée. Pour parcourir leur territoire, plus le territoire sera vaste, moins il y aura de nourriture sur celui-ci. Plus il y a de nourriture, plus il sera de petite taille. Et on va protéger un dernier passage à notre pigard. Deux solutions vont s'offrir à elle. Ou elle va partir en face de vous d'un galerie, s'adonner au vol à voile, prendre de la hauteur et effectuer un piqué. Ou alors elle va faire un dernier passage au-dessus de vos têtes. Si jamais elle passe au-dessus de vos têtes, eh bien n'hésitez pas à vous baisser, car notre pigard adulte prend un malin plaisir à vous raser très près. Elle a préféré partir, prendre de la hauteur, jouer avec le vent pour effectuer un piqué. Elle va en face, c'est normal, elle ne s'échappe pas, il y a un léger mistral. Le vent va venir buter contre la falaise.
sans aucun battement d'aile, elle va pouvoir prendre de la hauteur. C'est comme cela que les oiseaux évoluent en économisant près de 90% de leur énergie. Le vent lui permet de prendre de la hauteur, comme vous pouvez le voir actuellement. Le soleil aussi, qui va réchauffer le sol et créer des courants d'air chaud montants. Les oiseaux les utilisent pour planer sans aucun effort. Regardez cette silhouette très majestueuse. 2,60 m d'envergure pour 4 à 6 kg. Peut-être avez-vous entendu la légende que les rapaces emmenaient les bébés dans leur serre. Cet aigle de 4 kg n'est même pas capable d'attraper 1 kg et de le soulever. Donc autrement dit, un bébé qui sera systématiquement impossible. Une magnifique silhouette, peut-être grâce à la réintroduction des pigaractes blancs. D'ici quelques années, nous pourrons revoir cette silhouette, dans un premier temps dans les zones comme la Camargue, le lac Léman, mais aussi dans les zones boisées comme en face de vous. Car même s'ils sont piscivores, ils peuvent totalement survivre dans une zone forestière ou montagneuse. Notre billard commence légèrement à se recentrer. On va voir si elle pense pouvoir regagner encore un petit peu de la hauteur ou si elle se décide à effectuer un piqué sur son soigneur. Elle a préféré revenir. Elle va arriver en réduisant sa voilure, en arrivant le plus rapidement possible pour d'un seul coup arriver tout en douceur sur le banc de sa soigneur. De son soigneur. Et là, on a cité le guide, c'était le pied à tête blanche. Merci pour elle. Pour les suivants, on va dire une multitude d'individus, une escadrille encore plus impressionnante que le pied à tête blanche. C'est rien fait trop contrôlement pour eux. Le premier, de petite taille qui s'était lancé, qui est juste devant moi, un vautour à dos blanc. À mon point, un vautour fort, une espèce africaine et européenne. Tandis que le vautour à dos blanc, nous allons le trouver exclusivement en Afrique. Tout à l'heure, je vous ai dit que le rôle d'un prédateur était de réguler les espèces. Les charognards sont incapables de tuer une proie et se nourrissent que d'aliments morts. Leur rôle, c'est donc tout simplement un rôle sanitaire, un rôle d'éboueur naturel. Si les vautours venaient à disparaître, que se passerait-il? Eh bien, les carcasses entasseraient. Et cela pourrait créer de très grosses épidémies. Des épidémies qui pourraient aller polluer et infecter la faune sauvage, mais qui pourraient surtout polluer nos nappes phréatiques. Un rôle essentiel des boueurs naturels, ces vautours. Ils nous protègent des maladies. Vautour fort en France. Malheureusement, pendant longtemps, on l'a dit d'accord de tuer moutons et brebis dans les alpages. Il a donc fallu disparaître. Mais grâce à une campagne de réintroduction, le vautour fort de nos jours se porte très bien. Si bien que vous pouvez l'observer un petit peu partout de nos jours. Dans les zones montagneuses, telles que les Pyrénées et les Alpes, mais aussi pas très loin d'ici, dans le Verdon, mais aussi du côté de Mérindol, où une vingtaine d'individus sont reproduits actuellement. La majorité des vautours recherchent leur nourriture grâce à leur vue. Sauf le petit vautour, tout noir avec une tête rouge qui évolue en votre compagnie. Celui-ci, il vit en Amérique du Sud, au-dessus de la canopée. Et à cause de cette forêt bien dense, il n'arrive pas à repérer les carcasses grâce à sa vue. La nature l'a donc doté d'un odorat extrêmement développé. 7 kilos pour le vautour fort, 2,80 m d'envergure. Malgré cette taille et ce poids, au niveau des pattes, il n'est même pas capable d'attraper une souris. Sa force réside dans ses pattes, dans son bec. Ses pattes servent uniquement à plaquer la viande au sol, pour pouvoir en marcher et grimper le long des falaises. Comment rechercher leur nourriture, ces vautours? En montant très haut dans le ciel, à 5 km d'altitude. Un vautour repère la carcasse d'un lapin sans aucune difficulté. Chaque individu regardera le sol pour repérer une carcasse, regardera ses congénères aussi. Car même
S'ils vivent en groupe, pour les vautours, c'est chacun pour soi sur une curée. Le premier arrivé, le premier servi. Il défendra sa place de ses congénères. Et celui qui a le plus faim défendra cette place tellement ardemment qu'il fera fuir les autres vautours. Et les autres vautours s'occuperont tout simplement de faire fuir les prédateurs, tels qu'en Afrique, des lions, des hyènes, des milans noirs, un rapace migrateur qui libère en Afrique, et au printemps qui revient en France. Milan noir, qui s'est lancé en son nom même. Milan noir charognard, ils sont tous chasseurs. Mais capable d'attraper des insectes en plein ciel. Et pour cela, il est capable de faire doubler une chandelle sans aucune difficulté. Et pour éviter d'avoir à se poser pour déguster sa proie, ces milans sont capables de porter directement la nourriture à leur bec. Les milans noirs ont bien failli disparaître. Ils ont été empoisonnés involontairement. Lorsqu'on empoisonne un rongeur dans un champ, ben celui-ci sera empoisonné et le milan noir va se nourrir du rongeur empoisonné et le deviendra à son tour. Ces milans noirs, fut un temps bien failli disparaître. Mais de nos jours, ils se portent très bien. Si bien qu'on peut les voir au bord de nos abattoirs, nos déchetteries, voire même derrière un tracteur qui laboure, intéressés par les insectes, levés par la labour. Comment va la différence entre les deux rapaces les plus communs en France, le milan noir et la buse variable? Eh bien, c'est assez simple. C'est leur forme en vol, la buse variable, que vous avez pu voir précédemment, avec des ailes et une queue fortement arrondie. Tandis que le milan noir va posséder une queue échancrée, très longue, mais surtout des ailes dessinées en ligne droite, pour avoir le plus de possibilités à planer sans aucun effort. Ces milans, ce sont de très grands migrateurs. Comment font-ils pour parcourir de nombreux kilomètres chaque année pour nous rejoindre? Eh bien, c'est assez simple. Ils utilisent les ascendances thermiques et mécaniques. C'est pour cela que lorsqu'ils migrent, ils migrent systématiquement au-dessus des terres et non au-dessus des mers. Et bien, pour la scène suivante, nous allons nous aussi migrer. Changer de continent. Retourner en Amérique du Sud, dans les Pampas. Rencontrer un rapace qui fait partie de la famille du faucon. Et contrairement à ce qui chassait des proies en volant, les deux espèces que nous avons présentées vont chasser leur proie tout simplement en marchant, en courant après celle-ci. Et on vous présente un couple, un mâle et une femelle. Je vous invite à faire la différence. Au niveau de la taille, regardez bien, l'un d'entre eux est plus petit, juste ici avec le niveau de la scène, tandis que la femelle passe parmi eux. La femelle tout seul, il va attraper des proies telles que des serpents, des insectes, des souris, en courant après celles-ci. Charognard, bien sûr, comme tous les prédateurs, partisans du moindre effort. Au niveau de leur morphologie, une particularité. Très haut sur pattes. Grâce à cela, ils arrivent à se percher sur les cactus. Et ils sont même capables d'ailleurs d'aller stocker de la nourriture en grande quantité au niveau des cactus. S'ils ne peuvent pas avaler leur proie entièrement, ils vont les la mettre directement dans un cactus, avec les piquants le moins possible, pour qu'ils soient là des prédateurs. Et que ces faucons cara à cara puissent venir sont nourrir si vous regardez bien, le contour du bec de ces faucons cara à cara est jaune. Assez mince, de la bulle, de l'aigle, du milan. Et eux sont capables de changer de couleur suivant leur humeur. Jaune, tout va bien. Rouge, c'est qu'ils ont une frayeur, alors qu'ils sont extrêmement énervés. Et ne vous fiez pas à leur petite taille, ces faucons cara à cara ne peuvent rien avec la nature et comme captivité. Dans la nature, les faucons cara à cara sont capables de
ont compris. Ils passent une partie de leur journée à soulever tous les cailloux qu'ils trouvent. Notre mâle va faire la démonstration avec le corps et les récompenses, la nature. C'est un caillou et des insectes. Et la technique qu'il nous a démontrée est totalement innée. C'est en aucun cas nous qui lui avons appris, il a su le faire dès la naissance. Alors que l'acte de chasse pour un rapace est un apprentissage effectué par les parents dans la nature, effectué par un fauconnier ou alors par un centre de soins. Notre femelle a regagné son lieu de repos. Notre petit mâle va rester en notre compagnie. De petite taille, Corbeau-Pie, une espèce africaine. Plus grande, qui part au niveau des hippopotames, des aussi, un corbeau à nuque blanche. Alors ne vous inquiétez pas, il ne s'échappe pas, il est juste parti récupérer quelques fruits et légumes au niveau des hippopotames. Et en plus, il y a un pommier là-bas qui donne de jolies pommes bien sucrées. Et il adore les déguster. Omnivores, les corbeaux, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de graines, de fruits, mais aussi d'insectes, souris et bien sûr d'animaux morts. Très mal aimés de nos jours, pourtant autrefois vénérés. Très utile dans la nature. Nettoie la nature des petites carcasses délaissées par les rapaces. Régulateur de petites espèces qui vivent dans les haies. Aide à semer quelques graines qui vont fragiliser avec leur suc gastrique. Mais au niveau des agriculteurs, ils sont très peu appréciés de nos jours, car ils nuisent aux cultures. Et bien c'est assez facile. Cette raison est tout simple. C'est nous, malheureusement, dans les années 1950, on a exterminé énormément de rapaces. À cause de cela, les corvidés n'étaient plus du tout régulés. Et malheureusement, faute de régulation, les populations ont augmenté et augmenté. Là où autrefois elles étaient constituées de 50 à 100 individus, de nos jours, c'est des colonies qui peuvent atteindre les 100 à 200 individus. Très intelligentes, capables de sélectionner un outil, sélectionner une branche, la tailler pour se nourrir dans une termitière, capables d'utiliser nos voitures pour casser des noix, en se positionnant à un feu tricolore. Ils sont même capables d'attendre que le feu descendre au niveau de la noix cachée par la voiture pour la déguster en toute sécurité. Nos corbeaux vont continuer à évoluer en notre compagnie. Et pour la scène suivante, on va accueillir la famille des cigognes. Et contrairement à la cigogne blanche, les suivants ont une allure un petit peu plus repoussante, voire préhistorique. Vous les avez vus à l'entrée, les troisièmes oiseaux les plus grands volants au monde, et bien ce sont les marabouts d'Afrique. Juste avant eux, il y a le rôdeur des Andes, et le plus grand, c'est un magnifique oiseau marin, c'est l'albatros. Entre les deux individus que l'on vous présente, il y a une différence de taille. Regardez bien. Celle qui s'en va est plus petite, précédée par le mâle. Chez tous les oiseaux de la famille des cigognes, eh bien le mâle est beaucoup plus grand que la femelle. C'est l'inverse de chez les rapaces. Comme la cigogne blanche, ces marabouts sont carnivores. La cigogne blanche est plutôt chasseuse, très peu charognard. Pour le marabout, c'est l'inverse. Regardez bien leur cou, il est dépourvu de plumes. C'est pour la même raison que les vautours. Évitez de souiller leur plumage dans les carcasses. Taillés, malgré leur grande taille très impressionnante, leur bec extrêmement coupant, ils sont incapables de percer les pires épées, sur des gnous par exemple. Ils ont besoin de la présence des vautours. Ils vont tout simplement aider les vautours à maintenir les grands mammifères à distance. Les vautours vont entailler la chair et ces marabouts pourront tout simplement ensuite se nourrir des restes et des petits morceaux de viande laissés tomber par les vautours. Un oiseau qui se porte extrêmement bien à l'état naturel, pourtant extrêmement protégé. Tout simplement parce que certaines personnes, fut un temps, n'ont pas hésité à les exterminer, à les chasser pour pouvoir ensuite confectionner
des tableaux avec leurs plumes. Ils les revendaient tout simplement les tableaux à des particuliers. Mais grâce à une protection, ces marabouts se portent extrêmement bien de nos jours. Si bien qu'on peut les trouver dans les ruelles, en train de fouiller les poubelles, mais aussi, tout simplement, au bord des abattoirs, des déchetteries, et bien sûr dans une zone beaucoup plus naturelle, telle que tout simplement les zones désertiques, en train de chasser au sol, en harponnant des petites proies, mais aussi en train de se nourrir de petits animaux morts. Notre mâle marabout va regagner son lieu de repos tranquillement. La femelle injecte ainsi. Et pour la dernière scène de cette représentation, on va cueillir des oiseaux que vous connaissez très certainement. Les suivantes sont symboles d'élégance et de douceur. Elles sont le symbole de l'une de nos régions. On dit même qu'elles amènent les bébés sur les pas des ports. De grande taille qui arrivent, vous les reconnaissez, ce sont les cigognes blanches. De très grandes migratrices. Cigognes blanches carnivores, elles sont accompagnées par d'autres échassiers, légèrement plus petits. Ce sont des ibis rouges, qui vivent en Amérique du Sud, et ceux-là ne sont pas rouges, tout simplement car ils sont jeunes. À peine 4 mois, ils vont commencer à rougir lorsqu'ils ont atteint l'âge de 2 ans. Cigognes blanches, capables de se nourrir de petits poissons et de batraciens dans les cours d'eau peu profonds. Dans les champs, ils vont se nourrir d'insectes, mais aussi de petites souris, de petits oiseaux. Cette cigogne blanche fut un temps, elle a bien failli disparaître. Malheureusement, autrefois, 80% des cigognes qui migraient mouraient de fatigue et de faim. Mais grâce à une campagne de réintroduction, mais aussi à la mise en place de réserves naturelles, grâce à des associations telles que la LPO, la cigogne blanche se porte très bien de nos jours. On la voit un petit peu partout, aussi bien en Alsace, en Camargue, pas très loin d'ici, du côté de Miramas, où une trentaine de groupes se reproduisent. À l'état naturel de nos jours, c'est 3500 groupes. Une réintroduction totalement réussie. Cigogne blanche extrêmement connue en France. En France, on possède une autre cigogne, la cigogne noire, extrêmement menacée, à peine 30 couples à l'état naturel. Toute réintroduction impossible actuellement, car la cause de sa disparition n'est pas du tout enrayée. Petit ibis rouge, des oiseaux que l'on va trouver dans les zones marécageuses. Avec des pattes légèrement palmées, ils vont se nourrir dans les zones remplies de vases, de petits alpins, de petits crustacés, mais aussi de petits insectes. Tout ce qu'ils pourront attraper tout simplement avec leur bec. Et c'est avec tous ces oiseaux, ces milans noirs, ces cigognes, ce faucon caracara, ces ibis rouges, les milans noirs, que nous allons clôturer notre représentation. Toute l'équipe et moi-même espérons avoir réussi à vous sensibiliser sur la protection de tous ces oiseaux. Mais leur protection passe par la protection de toute la faune et la flore que l'on peut croiser à travers le monde. Et nous espérons surtout que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous vous remercions de votre visite et à très bientôt. Maintenant que la représentation est terminée, vous pouvez vous lever, mais n'hésitez pas à baisser la tête par moment, car il y a encore de nombreux oiseaux en vol. Et si vous avez des questions, juste au niveau de la sortie,